Professeur Jacob Swabgi, biologiste et expert parasitologue camerounais, il dirige le laboratoire d'embryologie et de biotechnologie au bioparc de Gosseli de l'Université libre de Bruxelles. Spécialiste de biologie moléculaire, de génétique du développement et de parasitologie, il est titulaire d'une double formation doctorale obtenue à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun et à l'Université de Göttingen en Allemagne. Professeur titulaire à l'ULB, il est acteur clé du transfert des technologies entre l'Afrique et l'Europe. Ses recherches couvrent des domaines stratégiques, génomique du paludisme, résistance aux antipaludiques, maladies tropicales négligées, immunologie parasitaire. Expert sollicité par l'EMS, CEPI ou ENABEL, il a contribué à des avancées majeures sur les signatures génétiques de résistance du Plasmodium falciparum et au développement d'outils moléculaires prédictifs des épisodes palustres. Ces travaux ont donné lieu à un brevet européen portant sur des thérapies innovantes contre les souches résistantes. Il est également référent académique de l'ARES-CCD pour le Cameroun et le Rwanda et accompagne la conception de programmes de formation en biotechnologie, dont un master en biotechnologie appliquée au Rwanda, un master de biotechnologie et thérapie innovante au Sénégal. Ancien président du conseil d'administration de l'hôpital universitaire King Faisal de Kigali, il siège depuis 2025 au conseil d'administration de la Movement Health Foundation à Genève et préside depuis 2020 le jury des bacheliers en biologie de l'Université libre de Bruxelles. Il défend une vision de souveraineté scientifique africaine fondée sur la formation, les partenariats équitables et la valorisation des innovations du continent. Professeur, je vous invite à bien vouloir prendre place. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, chers invités, honorables invités, Monsieur le ministre d'État André Flao qui est ici et qui fait honneur pour l'Afrique, pour ses soutiens non limités. Bonsoir. Le projet que je vais vous présenter est très concrètement. Je pense que l'ambassade du Cameroun devrait être fière parce qu'il y a 5 ans, on discutait au bureau de l'ambassadeur c'était comme utopique. Et pour savoir que il avait pris à cœur, il m'a envoyé avec le ministre conseiller voir le ministre de la Santé, Mama Fouda, au Cameroun, qui a pris le projet de cœur. Et la question était simple. Avec toutes les connaissances que nous venons acquérir en Europe, pourquoi ne pas faire le retour d'ascenseur? Et j'ai décidé avec le reste de ma carrière d'en découdre avec le paludisme. Donc ce n'est que depuis 5 ans que je travaille dessus. Mais du fait que j'avais des compétences, j'ai beaucoup avancé et je pense que ce soir, je vais vous présenter les résultats d'un projet de coopération universitaire de la Belgique entre l'ULB et l'Université de Buea au Cameroun et entre l'ULB et l'Université du Rwanda, et dont la question est simple. Que faire pour réduire la mortalité due au paludisme? En 2016, l'OMS dénombrait 216 millions de cas et à nos jours, c'est 282 millions de cas et les décès sont passés de 500 à 610 000 cas en 2024. Et donc, si on est insensible à ça, ce serait vraiment dommage. La pire des choses, c'est que ce sont les enfants de moins de 5 ans qui n'ont rien fait à personne qui en meurent. Donc, ça devrait nous toucher. Et voilà pourquoi
j'ai décidé de finir ma carrière académique sur le paludisme. Si vous visitez mon laboratoire, vous allez voir que mes 5 étudiants qui font leur doctorat sont tous sur le paludisme. Les programmes de master que vous avez compris, la condition pour moi d'y participer, c'est de mettre le paludisme comme un exemple d'application de la biotechnologie en santé. Et si nous ne croyons pas, qui va croire à notre place? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je dois éviter de vous montrer des choses très très compliquées, mais vous devriez croire au fait que nous avons des résultats solides et prometteurs. Et voici le réseau que j'ai construit en 5 ans. Et j'espère que le Gabon va entrer ici dans le réseau et pourquoi pas d'autres pays qui sont ici ce soir. C'est notre souhait parce que ce paludisme, si on ne s'y met pas tous, je pense qu'une maladie des centenaires et tout, on ne doit pas effacer comme si on effaçait un tableau, non. Donc voilà, je suis basé ici et je vais dans tous les coins et beaucoup plus comme vous voyez en Afrique. Et je travaille en étroite collaboration avec l'OMS. Et donc, tout ce que je dois faire, je dois m'assurer que ça réponde aux normes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, voici les chiffres. Et regardez, 94%, c'est l'Afrique, c'est uniquement là-bas. Et vous regardez la résurgence, la maladie augmente, l'Éthiopie, Madagascar et le Rwanda. Voilà en tête quand on passe de 2023 à 2024. Et tout ceci pourquoi? Parce que le parasite, bien qu'on ne le voit même pas, il est très malin et il peut menacer tous nos cerveaux parce qu'il échappe à tous les contrôles. Parfois, quand on est éloigné des zones endémiques, on croit qu'on est épargné. Mais le monde, c'est un petit village. Parce que le changement climatique veut que les moustiques s'adaptent mieux. Et donc, l'écosystème de moustiques doit augmenter. Et là où le paludisme avait déjà disparu, si rien n'est fait, si on croit que c'est une maladie des Africains et des zones tropicales, on peut être très très surpris. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est que les médicaments actuels, le parasite résiste. Et c'est pour ça que le nombre de cas augmente. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de fondamental, connaître le parasite, il faut exploiter ce que la nature nous a donné, nous Africains. Notre pharmacopée, il n'y a pas mieux ailleurs, si oui au Brésil. Et je vais vous prouver, parce que le médicament utilisé actuellement vient d'une plante. Ce n'était pas l'unique sur Terre. Aussi simple que ça. Il faut aller chercher. C'est ça ma vision. Et donc, voilà la bête noire qui est à l'origine du paludisme, des efforts pour lutter contre le moustique. Et chez l'homme, dès que le moustique t'injecte là, en un temps record, moins d'1 heure de temps, le parasite est dans le foie et il sort du foie pour coloniser notre sang. Et c'est là où tous les symptômes viennent. Vous entendez paludisme cérébral, comme malheureusement le ministre du Commerce du Bangladesh, il est allé en Afrique, il a chopé. Malheureusement pour lui, il a pris le cérébral. Et voilà, ça l'a éliminé comme ça. Donc tout ça se joue ici. Et si on ne comprend pas comment le parasite s'adapte et se développe ici, on peut rien faire. Ça sera comme nos praticiens, on mélange à gauche, à droite, on donne si ça quelque chose marche là-bas. Non. La connaissance qu'on a acquise doit nous aider à mieux connaître le parasite
et à mieux chercher ce qui doit lui faire du tort dans notre pharmacopée. Les gens m'ont demandé, est-ce que le paludisme, c'est encore un problème? L'OMS a validé 2 vaccins, mais le vaccin, c'est encore pour les enfants de moins de 5 ans. Et les 2 vaccins ne sont pas très efficaces parce que je vous ai dit, il faut 30 minutes pour que le parasite passe de là au foie humain. Donc, si les anticorps venant de ces vaccins de l'OMS ne sont pas d'une force redoutable, ils ne peuvent pas interrompre le parasite sur sa route vers le foie. Voilà la faiblesse du vaccin actuel. Donc, c'est un outil qui contribue, mais on ne peut pas dire que l'affaire est réglée. Au contraire. Donc, depuis belle lurette, on a fait beaucoup de médicaments pour sauver pas mal de vies. Et donc, voilà tous les médicaments qui ont été développés de manière moderne pour lutter contre le paludisme. Et on est ici. La faiblesse, c'est qu'à chaque fois qu'on trouvait une molécule depuis la quinine, vers les années 1800, on fabriquait un médicament pharmaceutique pour mettre. Et le parasite, lorsqu'il y a une seule molécule, le parasite très vite va muter pour résister. Donc voilà la faiblesse d'une bonne partie. Et c'est ainsi que vers les années 2000, l'OMS a pensé que combiner 2 molécules, le parasite devait prendre du temps pour résister aux 2 molécules. Donc voilà la stratégie. Le malheur, c'est que les 2 molécules étaient des molécules déjà utilisées uniquement, donc on jouait sur une probabilité assez faible. Voilà ce qui a fait qu'en moins de 2 décennies, le médicament actuel, sur le terrain, il y a des souches qui résistent et si rien n'est fait, l'avenir peut être sombre pour nous. Je veux vous montrer ici nos travaux. Regardez ici. Quand le patient arrive, voici sa parasitémie, c'est-à-dire le nombre de parasites par microlitre qu'il a dans le sang. Ça, c'est avant de recevoir le traitement. Les chanceux, le médicament les traite encore parce qu'ils sont infectés par des souches qui ne sont pas encore résistantes. Mais les poisseux prennent des souches résistantes et donc n'éliminent pas la maladie. Et c'est ça le problème. Et donc, comme je dis, depuis 5 ans, on cherche à comprendre qu'est-ce qui rend ces parasites qui ne répondent pas au traitement virulents et qu'est-ce qui fait que ces parasites prolifèrent beaucoup maintenant. On est sur une très bonne voie, comme vous voyez ici, après avoir analysé 1179, 1179 souches. On pense qu'on comprend déjà ce que le patrimoine que ces parasites ont. Et c'est sur cette connaissance-là et du mécanisme des médicaments déjà utilisés que nous pensons que nous, on peut contribuer à développer de nouveaux médicaments. Donc ça, c'est certain. On ne peut pas aller en guerre tant qu'on ne connaît pas l'ennemi. C'est une perte de temps. Donc, voilà, ce soir, pour couper très court, je vous ai dit, le médicament, comme vous voyez en violet ici, ou bien mauve, c'est que le médicament, quand l'efficacité baisse, le patient va passer de symptomatique à asymptomatique et garder les réservoirs. Et les parasites dans ces réservoirs, à tout moment, vont remonter et vous rendre malade. Donc, notre contribution, l'OMS a longtemps lutté pour ne pas qu'on touche cette zone des asymptomatiques. Et la question, c'est comment est-ce que tu peux vouloir éradiquer une maladie et tu ne vides pas les réservoirs. Donc, c'est là où je suis entré et mon objectif, c'est supprimer les réservoirs, pas seulement baisser les symptômes. Et donc, ce que vous voyez là, je pense que Laetitia a vu mon petit laboratoire où je fabrique ça, parce que je pense qu'on a, à partir des plantes africaines, la possibilité, et c'est le projet d'IMAFA qu'on va présenter tout à l'heure, ceci peut permettre, si on couple ça aux médicaments actuels, de vider ces réservoirs. Et ceci vient d'où? Aussi simple que ça, voici la plante chinoise à partir de laquelle
le médicament actuel est extrait. C'est l'armoise chinoise. Et voici l'armoise africaine. Si on vous met les deux devant vous, vous ne pouvez pas distinguer. La seule différence fondamentale, c'est que cette plante d'origine chinoise synthétise l'artémisinine qui est utilisée comme molécule principale et dont les plantations pilules au Madagascar, parce qu'il faut aller sortir l'artémisinine de ces plantes avant de les modifier en artésunate, artéméthère, dihydroxyartémisinine, les trois formes qu'on retrouve en pharmacie. Ce qui est exceptionnel et qui m'a mis sur cette route, c'est que la plante africaine n'a pas cette molécule-là. Et pourtant, ma maman m'a soigné avec ça. Ça veut dire qu'il y a autre chose là-dedans qui fait le job. Il faut se trouver ce autre chose-là pour que ça sauve aussi les autres. Aussi simple que ça. Et donc, on est sur une bonne voie parce que à partir du champ, on peut sécher les feuilles, faire tout simplement ce que nous, la communauté, fait, c'est-à-dire une simple tisane, et cette tisane fait le job. Et pour aller au-delà de ce que la communauté fait, parce que il faut boire ça 1 litre par jour pendant 7 jours, ce n'est pas bon, pour dire la vérité. Si vous ne buvez pas la Guinness, vous ne pouvez pas supporter ça. Et donc, ça, c'est déjà une barrière pharmacologique pour son application. Moi, en tant que scientifique, je dois apporter ma contribution et j'ai appris des procédés. Et donc, voilà comment je suis parti de simple tisane à cette poudre qui porte le nom de Gothès. Et cette poudre est aujourd'hui la porte de sortie. C'est notre matière première qu'on peut cultiver de tous les coins de l'Afrique, dont le Gabon. Et donc, on part de là, du champ, et on arrive ici, et à partir de ceci, on peut déjà résoudre plus de la moitié du problème actuel, si tout se passe bien. Ceci, on a étudié les propriétés pharmacologiques, la sécurité sanitaire, et ce qui nous reste, c'est de faire le même travail ici. Et c'est là où nous sommes. Je vous ai dit, regardez tout simplement, voici les souches qui viennent des patients dont le médicament actuel ne les soigne pas. Regardez, en vert ici, c'est 100% des parasites. Et en violet ici, à chaque fois, là, j'ai mis 4 souches qui viennent de l'hôpital. Parce que notre plateforme avec nos partenaires actuels est constituée telle que quand un patient est positif, on met directement ces parasites en culture, on met le médicament actuel dessus et on met notre médicament dessus. Regardez, en violet, c'est le médicament actuel de la pharmacie. Donc, vous partez en pharmacie, vous achetez, voilà le niveau d'efficacité. Regardez à côté, peut-être vous n'allez même pas voir dans certains cas en rouge, c'est la performance de la poudre dont je vous ai parlé. Et si vous travaillez seulement avec l'infusion, c'est-à-dire la tisane, vous avez la colonne bleue là. Et donc, en passant de l'infusion à la poudre, l'activité pharmacologique a augmenté. Et ça, c'est une très, très bonne chose parce que même s'il devait avoir un problème de sécurité, de toxicité, du fait que l'activité augmente, ça fait qu'on va utiliser de moindres quantités. Ça, c'est une très, très bonne chose pharmacologiquement. Donc voilà, on est sur une très bonne piste et ceci nous a permis de déposer un brevet européen. Et c'est très encourageant, c'est rassurant de la qualité des résultats qu'on a générés. Et d'un moment à l'autre, les articles qui vont avec vous seront à la portée de tout le monde. Mais pour le moment, nos résultats restent à nous et dans le dossier du brevet. Voici où on en est. Voici la poudre qui est notre matière première. Et comme j'ai dit, avec votre soutien,
avec votre accompagnement, on doit être capable déjà à ce niveau d'étudier la sécurité. Et une fois que la poudre, la matière première ici est sécurisée pour le patient, pour nous-mêmes, alors on peut déjà transformer ça en gélules, comme je vous ai montré, en comprimés, faire des sirops pour les enfants ou des suppositoires. Donc voilà le parcours. Mais à côté de ça, nous devrions poursuivre la recherche pour aller comprendre qui fait quoi ici dans cette poudre, c'est cette phase du travail, et aller pour rendre les choses modernes, tout ce qui est pour que ça réponde à la régulation internationale, chercher, prouver que c'est une sécurité humaine et que ça répond à toutes les étapes qu'il faut pour développer un médicament moderne. Donc voilà, morceau choisi, ce que j'ai voulu vous montrer. Et c'est le travail de 5 ans, 4 doctorats. Et donc, on peut discuter quand vous voulez. On n'est pas encore arrivé. C'est le parchemin est très prometteur, comme je dis. Et par un Africain, pour les Africains, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Merci.